revenir rapidement sur le contexte juridique et réglementaire en lien avec le réemploi. Pourquoi on parle beaucoup plus de réemploi aujourd'hui qu'auparavant? Ensuite, l'écosystème mis en place par les filières métalliques pour développer le réemploi. Enfin, le référentiel, André en a parlé un peu, les recommandations qui ont été publiées au mois de juin dernier. Pour ce qui est du contexte juridique et réglementaire, en fait, il y a la loi AGEC de février 2020, ou la loi anti-gaspillage. En fait, l'objectif de cette loi est de passer d'un système économique linéaire qui prévaut depuis, on va dire, la révolution industrielle, c'est-à-dire extraire les matières premières, fabriquer les produits, construire des bâtiments, exploiter les bâtiments en fin de vie, déconstruire et jeter les déchets dans des déchetteries. On a un système plutôt économique circulaire qui en fait consiste à injecter et réinjecter une partie des produits en fin de vie ici de la déconstruction dans un nouveau cycle de construction via aussi bien le réemploi, la réutilisation ou encore le recyclage. Donc voilà, on essaie de valoriser le maximum on va dire, de produits en fin de vie. Et d'ailleurs, la filière métallique pratique bien l'économie circulaire parce que le recyclage pour nous c'est une pratique courante par rapport aux autres filières, mais on va essayer de développer aussi le réemploi. Il y a des projets on va dire au cas par cas. Pour l'instant, ça commence à se développer doucement, mais je pense qu'on est dans la bonne voie. Et surtout en France, on avance bien par rapport, par rapport à nos voisins. En plus, il y a aussi la réglementation environnementale RE 2020, André en a parlé un peu. En fait, cette réglementation par rapport, on va dire l'RT 2012, l'ancienne réglementation, a introduit des exigences sur les émissions de CO2. Le IC construction, l'impact carbone de la construction, ça n'existait pas dans la réglementation thermique RT 2012. On avait des exigences sur la consommation d'énergie, sur le confort d'été, etc. Mais on a introduit dans cette nouvelle réglementation cette composante carbone. Et ce qui est important en France, qu'on considère que les produits issus de réemploi ont un impact carbone égal à 0. C'est une décision, on a parlé un peu, en partie politique aussi. L'objectif, c'est aussi de soutenir leur emploi, de favoriser cette pratique de réemploi. Donc, dans certains pays européens, on prend une quantité, tout ce qui sera, on va dire, émis au reconditionnement des produits de réemploi avant son utilisation sera considéré. En France, on considère que l'impact carbone est égal à 0, surtout les étapes du cycle de vie. Donc c'est une chose très importante, ça nous permet de réduire l'impact carbone des projets de réemploi, des projets neufs, en réinjectant une partie de produits de réemploi. Donc ça nous permet de réduire l'impact carbone de nos projets. Donc voilà, c'est un soutien politique important en France par rapport, on va dire, d'autres pays européens. Enfin, il y a aussi la responsabilité élargie des producteurs, la REP et MCB. Vous avez entendu parler avec les éco-organismes comme Valobat, comme Ecomison, Ecominero, etc. Ce qui est important pour le sujet du réemploi, que dans les cahiers de charges de création de ces éco-organismes, on a imposé le réemploi d'au moins 5% à l'horizon 2028, sur un total de déchets produits annuellement maintenant d'environ 46 millions de tonnes de déchets, hors déchets ménagers, seulement les déchets de déconstruction et les déchets de projets qui préviennent de projets de réhabilitation ou de rénovation. Selon l'ADEME, maintenant, on est aux alentours de 1% de réemploi. Donc, pour arriver à 5% en 2028, il y a des efforts à faire par l'ensemble de la filière. Et c'est assez ambitieux, on va dire, mais on verra bien. Voilà, en gros, pour ce qui est du contexte. Ce qu'a fait la filière métallique pour répondre à ce contexte juridique, en fait, on a mis en place un écosystème composé d'une plateforme numérique qui s'appelle Métal Réemploi, de partenaires relais dans les régions, et puis d'un laboratoire mobile. Les partenaires de réemploi, nous aurons tout à l'heure quelques partenaires qui vont présenter des projets avec Castel, et notamment Métamo, juste après la pause. Donc, ce sont nos partenaires dans les régions. Nous avons actuellement environ 25 entreprises plutôt dans les différentes régions de l'Hexagone. D'ailleurs, cet écosystème a été couronné par une médaille d'or aux Awards de l'innovation du mondial de bâtiment l'année dernière. Les plateformes, en fait, on a mis en ligne, il y a un an, 2 plateformes plutôt. Les 2 plateformes servent pour la mise en relation entre vendeurs et acheteurs de produits, celle de gauche de produits de réemploi,
C'est-à-dire, vous allez trouver des produits qui ont été déposés par des vendeurs, et vous entrez en contact avec les acheteurs via la plateforme, avec les vendeurs via la plateforme. Celle de droite, ça a été à la demande notamment du syndicat de la construction métallique. L'objectif, c'était, la bourse d'AC9, l'objectif, c'était de pouvoir échanger les produits, les surplus de, on va dire, de commandes, tout ce qui est stock dormant chez les entreprises, de pouvoir l'échanger entre entreprises et éviter les circuits, on va dire, recyclage. Parce que même si la filière recyclage, on va dire, l'émission de carbone est plus réduite que la filière classique, mais ça reste encore des émissions de CO2 et de la consommation d'énergie. Donc l'objectif, c'était d'échanger ces produits-là, qui restent des produits neufs, ça ne rentre pas dans leur emploi, les faire échanger entre les entreprises. Sur la plateforme Metal Emploi, il y a environ maintenant 5000 tonnes de produits, notamment de produits de structure. Il y a quelques produits de métallerie aussi. Donc la plateforme, elle est réservée pour les produits de la filière métallique, de structure, enveloppe et métallerie. Et vous avez enfin le lien Metal Emploi en bas, il n'est pas trop visible, et bourse d'AC9, celle de droite. Donc la réglementation, l'essai est égal à 0, ça concerne seulement les produits de remploi, ça ne concerne pas les produits sur la plateforme bourse des AC9. Les partenaires relais de la région, les partenaires de proximité, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons 25 entreprises de la filière maintenant qui sont engagées, on va dire, dans l'écosystème. Ils mettent en vente des produits de remploi, notamment sur la plateforme Metal Emploi. Ils assistent les entreprises dans la requalification de produits de remploi. Ils remettent ce qu'on appelle aussi attestation des performances pour les produits requalifiés. En fait, selon les recommandations professionnelles sur lesquelles je reviendrai plus tard, pour les produits requalifiés par un requalificateur certifié, il faut qu'il y ait une émission d'une attestation des performances. C'est une fiche technique de produit qui permet après d'utiliser le produit, pouvoir le démontrer selon le corpus hors code et le mettre en œuvre selon les détuts en vigueur pour le neuf. Donc voilà, nous avons 25 entreprises maintenant dans les régions. On commence à certifier ces entreprises pour qu'elles deviennent, on va dire, requalificateurs certifiés. Le laboratoire mobile. En fait, on s'est dit qu'on a, dans le référentiel et les recommandations, on impose pas mal d'analyses, pas mal d'essais. Surtout, tout ça, c'est nouveau. On s'est dit que pour accompagner les entreprises et les aider, en fait, à requalifier les produits, à faire des diagnostics in situ, etc., nous avons mis en place un laboratoire, on appelé laboratoire mobile, avec, dont l'objectif est d'aller en fait sur chantier pour aider les entreprises in situ dans les diagnostics ressources, mais aussi dans les relevés numériques, etc., pour assurer la traçabilité des produits après, mais aussi dans les ateliers pour les aider à requalifier les produits de remploi selon le référentiel et les recommandations sur lesquelles je reviendrai plus tard. Donc il y a pas mal d'équipements dans la camionnette, dans le laboratoire. Ce qui nous manque pour l'instant, il n'y a pas un équipement, on va dire, portable pour les essais de traction, pour la nuance, mais on est en train de développer des équipements et je pense dans un an et demi, il y aura quelque chose qu'on peut mettre dans la camionnette et permet de faire ces essais pour évaluer la nuance d'acier des produits. Donc les fonctionnels laboratoires, depuis le mois de novembre dernier, vous pouvez le solliciter bien évidemment si vous avez des projets de remploi ou de diagnostic de bâtiments en acier. On a parlé tout à l'heure du référentiel. On a publié au mois de juin dernier les recommandations professionnelles pour le remploi de l'éléments structuraux en acier. C'est le premier référentiel en France sur le remploi, toutes filières confondues. Donc c'est le premier qui traite de remploi. Donc vous voyez sur le tableau d'analyse de la QC, de la CDP. La CDP, c'est la Commission de prévention produits de l'Agence qualité construction. Donc elle a intégré dans son tableau d'analyse encadré en rouge une case spécifique pour les référentiels futurs de remploi. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, le nôtre. Il y aura d'autres qui sont encore en développement maintenant, dont un sur le bardage sur lequel on travaille, un autre sur la métallerie. Donc les autres filières aussi travaillent sur des référentiels, bien évidemment. On s'oriente vers ça. Au départ, il y avait un peu de résistance, on va dire, à ce genre de recommandations, parce que c'est assez lourd, en fait, de produire ce genre de documents validés. Il y avait un peu de résistance, je dirais
pas qu'on va faire des recommandations pour tous les produits. Il reste des produits qu'on n'a pas besoin, hein, des moquettes ou des choses comme ça, mais des produits de clos couverts, des produits de structure, etc. Ça participe à la stabilité et à la sécurité, on n'a pas le choix. Donc il faut passer par cette voie. Voilà, donc nous avons cette avancée, on va dire, majeure en France par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres filières aussi, laquelle il y avait le syndicat, bien évidemment, qui a participé, avec l'FFB aussi et la CAPEB, et la plupart des entreprises aussi de charpente métallique qu'on prépare à la rédaction de ces référentiels. L'objectif de référentiel, en fait, c'est de définir une procédure de requalification d'éléments structuraux en acier qui permet en fait de garantir que les propriétés de ce produit d'occasion qu'on est en train de requalifier sont équivalentes à celles d'un produit neuf. Donc l'objectif après requalification est d'intégrer le produit dans un processus de construction neuf, donc avec toutes les garanties. Donc il faut vérifier que les propriétés de ce produit-là sont équivalentes à celles d'un produit neuf. On a appris l'additionnel, etc. Donc la démarche qu'on a mis en place, c'est définir les caractéristiques déjà à déterminer du produit, la méthode pour déterminer ces caractéristiques, définir les exigences de traçabilité, parce que c'est très important, la traçabilité, elle va avec la requalification. S'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de requalification. Pourquoi? Parce que pour les assureurs, surtout, il faut qu'on sache partager après les responsabilités s'il y a un problème. Donc, il faut tracer les étapes depuis le diagnostic initial jusqu'à la mise en œuvre sur le nouveau bâtiment et voir tous les intervenants sur le produit. Et puis définir les vérifications de conformité par rapport aux recommandations, notamment la certification des requalificateurs qu'on est en train de mettre en place. Le domaine d'application, le référentiel ne vise que les éléments structuraux en acier, les profilés laminés à chaud, les PRS, les produits reconstitués soudés. Les éléments mis en œuvre, c'est à partir de 1970 parce qu'il y avait la publication d'une première norme produit, norme française, la NFA 35501, qui définit les conditions de livraison, qui définit les conditions de livraison des aciers de construction, on va dire à partir de cette année, l'année 1970, on peut dire qu'on a une homogénéité dans les caractéristiques des produits de structure mis en vente. Et puis, ça revient encore. Et puis la limite d'élasticité maximale de 460 MPa, ça couvre, on va dire, la globalité des usages dans le bâtiment. Enfin, les recommandations visent les classes d'exécution XE1, XE2 et sous condition l'XE3. XE3, c'est-à-dire si le produit initialement a été fabriqué selon l'XE3, on peut l'utiliser dans un nouveau ouvrage en XE3. Sinon, ça sera en XE1 ou XE2. Après, les utilisants, leur emploi des produits qui ont subi de la fatigue, genre poutres de chemin de roulement, et leur emploi futur aussi dans des projets où il y a de la fatigue, c'est exclu des recommandations. Les éléments minces aussi sont exclus de ces recommandations. On travaille, comme je l'ai dit, sur des éléments de bardage. Maintenant, il y aura d'autres référentiels. Les éléments en alu, en acier inoxydable, en acier autopatinable ne sont pas aussi pris en compte dans ces recommandations. Les recommandations, en fait, reviennent sur toutes les étapes. Sont en téléchargement gratuit sur le site CTCM, donc vous pouvez les télécharger et voir le contenu. Elles reviennent sur toutes les étapes d'un processus de réemploi classique, du diagnostic initial, ressources ou PMD. PMD, c'est le diagnostic réglementaire qui a été imposé il y a plus d'un an maintenant. Et ressources, lorsque ce diagnostic réglementaire ne s'applique pas. Le PMD s'applique pour les surfaces de plancher cumulées supérieures à 1000 m2 en dessous. Donc, on peut faire un diagnostic ressources un peu plus poussé sur les éléments, que ce soit de la charpente, l'enveloppe, de la métallerie. Le chapitre, on va dire, le plus important des référentiels, c'est la requalification. Là, on définit vraiment les protocoles de requalification en fonction des informations dont on dispose sur les éléments à requalifier. Les propriétés à déterminer, en fait, après requalification, l'entreprise ou la société qui a réalisé cette requalification doit émettre ce qu'on appelle attestation des performances.
dans laquelle on va trouver ce qu'on appelle les caractéristiques essentielles du produit. Donc, dans la limite élasticité, la résistance ultime en traction, l'allongement à la rupture, etc. Donc ces caractéristiques vont nous permettre de dimensionner le produit avec le corpus en vigueur de normes, en l'occurrence les Eurocodes. Le référentiel définit 4 protocoles de requalification en fonction des informations dont on dispose sur l'élément à requalifier, en fonction aussi de l'année de construction des bâtiments sources. On va choisir l'un des 4 protocoles qui sont sur cette logigramme. Donc le protocole D, on va dire que c'est le protocole le plus cher parce que là, on est ramené à faire des essais sur l'ensemble des éléments parce qu'on ne dispose pas d'informations sur le produit. Lorsqu'on connaît l'année de construction, notamment pour les produits fabriqués à chaud, s'ils proviennent de bâtiments construits après 90 ou si ce sont des PRS provenant de bâtiments construits après 2009, on peut utiliser des protocoles, on va dire, moins coûteux, que ce soit le A ou le B. Le référentiel aussi donne des valeurs, on va dire, sécuritaires, c'est-à-dire des valeurs sécuritaires sans faire des essais, on va dire, descriptifs. Et ça concerne seulement le protocole A et B. Donc là, lorsqu'on a plus d'informations sur le produit à requalifier, ça c'est très important. Donc après, pour le coût de la requalification, le choix de la ressource, le choix de l'élément à requalifier est très important. Ça définit aussi le coût d'après, quoi. Si on se trouve dans par exemple dans les protocoles A ou B, on va se trouver à faire le A, il n'y a pas d'essai descriptif à faire, il y a quelques vérifications des dimensions géométriques, des tolérances de déformation essentiellement. Après, on peut aussi définir des lots de contrôle pour faire un échantillonnage sur les essais à faire, les essais notamment destructifs. Un lot de contrôle va jusqu'à 20 tonnes. Il est composé d'éléments provenant d'un même bâtiment et qui ont utilisé pour le même usage, par exemple un ensemble de poteaux, un ensemble de poutres, un ensemble de pannes, etc. Donc là, on a un lot de contrôle et par exemple pour le protocole B, on a un seul essai par un lot de contrôle. Donc ça nous permet de réduire, on va dire, les coûts de réemploi, de la qualification. J'ai en tête le coût de réemploi parce que pour l'instant, il y a certes beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de travaux qui sont mis en place, on voit le développement des projets en cours. Ça reste des fois le coût un peu plus élevé que le neuf, quoi. Et c'est un frein, André en a parlé de la volonté de la maîtrise d'ouvrage qui elle tire un peu vers le haut. La réglementation elle-même pour l'instant, même si elle incite pour l'emploi, mais les exigences, on va dire, au niveau 2025, ne poussent pas à réemployer plus, quoi. Donc pour l'instant, c'est essentiellement la maîtrise d'ouvrage qui tire vers le haut le réemploi. Du coup, nous, on travaille beaucoup avec nos partenaires relais sur l'économie des projets de réemploi, chercher où on peut optimiser, notamment lorsque je parle des essais de requalification, le choix du produit, le choix des bâtiments d'origine, c'est très important. Après 90, ça coûtera beaucoup moins cher. Avant 90, on sera amené à faire beaucoup d'essais. Donc voilà, des choses comme ça, on est en train. Et ce référentiel, ce type de référentiel, les recommandations, permettent, on va dire, d'homogénéiser les pratiques. C'est très important parce qu'avant, c'était essentiellement l'entreprise avec les bureaux de contrôle qui définissent un protocole. Des fois, on se trouve à faire des essais sur tous les éléments, même s'il n'y a pas un besoin réel, quoi. Et là, vraiment, avec le référentiel, ça permet d'optimiser ces pratiques-là. Et on travaille aussi sur la ressource. On travaille beaucoup avec le CEDRE, le syndicat des démolisseurs. C'est là aussi des verrous de développement des réemplois, c'est d'avoir la bonne ressource au temps voulu, quoi. Et donc il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts pour développer le réemploi. Certes, je dirais qu'on est en avance par rapport à d'autres pays européens, surtout avec nos recommandations, avec l'écosystème mis en place, mais il reste beaucoup de choses à faire et surtout pour réduire le coût de réemploi et pour le rendre un peu plus, on va dire, attirant pour la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions et on a des micros maintenant. Ouais. Bonjour, merci déjà pour la présentation. De mon côté, je suis en tant que prescripteur
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi avoir des mesures à prendre pour tout nouvel ouvrage en charpente métallique, Oui. pour déjà orienter vers les protocoles, avoir une catégorisation élément par élément, et ensuite, quand on consulte les entreprises, leur imposer certificat de matière ou fiches identificatives qui permettent de sélectionner le protocole rapidement le jour où on choisit de réemployer l'ouvrage pour destination. Tout à fait. Je n'ai pas parlé de l'éco-conception, le travail sur les bâtiments neufs qui sont la ressource de réemploi dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Évidemment, c'est très important. Plus on facilite la tâche de requalificateur, plus le coût va baisser, plus le réemploi sera plus attractif, quoi. Et, oui, bien sûr, oui. Pour l'instant, on n'a pas de guide, mais on va travailler sur le sujet de l'éco-conception, bien sûr. Ça fait partie, on a parlé, on a commencé à travailler à l'échelle européenne, mais en France, on commencera bientôt à travailler sur ce genre de guide. On a vu les structures employées au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, des 30 ans. Des fois, on projette un peu loin. Tout à fait. Pour l'acier, pour nos ouvrages, pour notre marché, peut-être on a des bâtiments qui peuvent être employés, on va dire, après 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça permet d'avoir de la ressource aussi. On a la concurrence du recyclage aussi, il ne faut pas oublier. On a l'avoir recyclage qui marche très bien, donc nous, on va leur piquer une partie pour l'orienter vers leur emploi. Je ne dirais pas qu'on est concurrent, mais voilà, c'est un marché à partager entre les recycleurs et les réemployeurs, quoi. Voilà. J'avais une question. Tu as parlé du référentiel donc, qui couvre les éléments structuraux en acier. Et est-ce que ça couvre du coup, j'imagine que non, tout ce qui est éléments de seconde œuvre, donc je pense par exemple au garde-corps, les objets de métallerie, parce que un peu plus tôt dans ta présentation, tu as dit que sur la plateforme Métal Emploi, il y a déjà des éléments métallerie. Sur la plateforme, il y a tout type d'éléments, de structures, de métallerie, il y aura de l'enveloppe ici. Mais ce référentiel-là ne couvre que les éléments structuraux. J'ai parlé tout à l'heure qu'avec l'Union des métalliers, on a commencé à travailler sur un référentiel pour la métallerie. Je pense qu'on va viser les garde-corps seulement parce que c'est pas aussi évident de faire d'autres ouvrages, genre escaliers ou balcons qui sont généralement sur mesure, quoi. Après, on peut utiliser le référentiel lorsqu'on décompose l'élément. S'il est composé par des éléments formés à chaud, genre un balcon, les consoles d'un balcon par exemple, on peut le qualifier selon le référentiel. Mais on ne qualifie pas l'ouvrage complet, mais seulement les éléments indépendants. Un élément de garde-corps qui est réemployé, est-ce qu'il aura l'assurance justement Pour l'instant, ça sort du domaine, on va dire, traditionnel. Ce n'est pas de la techno courante, c'est une discussion entre l'entreprise et le contrôleur et l'assureur. Donc là, on parle des techno courantes. Lorsque je parle des référentiels, il a permis de faire rentrer le remploi d'éléments de charpente dans le domaine des techniques courantes, donc une assurabilité automatique des produits. Pour le reste, non, ça reste des techniques non courantes. Donc on fait comme ce qu'on fait jusqu'à maintenant, une discussion entre les contrôleurs et les assureurs et l'entreprise.